Alors, donc, bonjour, bonsoir, merci d'être venu. Donc, David nous, Stéphane Maton, et on a Aurélia là-bas. On va vous présenter sur 2 fois le triptyque gagnant clientèle, donc qui est acquisition, satisfaction, engagement, et inversement, satisfaction, engagement, acquisition, et ainsi de suite. Pourquoi et comment nous est venue l'idée? Alors, on est au Blue Working, où moi j'ai un petit peu mes habitudes, je viens régulièrement, et assez souvent on fait des choses ici pour les gens de la marina et puis les autres, des petites choses simples comme on fait aujourd'hui. Alors sous la bannière des 4 fantastiques, je vous réexpliquerai, mais en tout cas ceux qui sont dans la salle le savent. Pour ceux qui sont en direct, bonjour, désolé, ça va peut-être pas être top, mais c'était pas prévu en direct à la base, donc prenez ça comme un bonus, même si c'est pas super. Alors, le but, c'est les gens de la marina, et puis en discutant, on s'est demandé de quelle manière on mettait les clients au centre de nos préoccupations. Donc moi je suis David Ounou, je suis un agitateur et un facilitateur commercial. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis coach de dirigeants, j'aime bien aider les gens à bouger et à trouver les idées qu'ils ont déjà souvent au fond d'eux-mêmes, aiguiller un tout petit peu, mais je ne trouve pas forcément les réponses moi-même, je les aide à trouver. Le but dans l'acquisition client ou la rétention client, c'est que c'est 5 à 10 fois plus cher d'acquérir un client que de le garder. Par contre, il faut toujours en garder aussi, dépendant des business qu'on a, surtout dans les contextes que nous avons actuellement. L'acquisition client, c'est souvent une stratégie online ou offline qui va permettre de faire rentrer des clients dans son portefeuille, d'accord? Et la rétention, c'est la stratégie qui va permettre de les garder. Il se peut que, à un moment donné, le fait de vouloir garder les clients, ça soit déjà trop tard. Ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois avec Aurélia, qui est spécialisée, elle, dans le service clientèle. Et vous verrez pourquoi on vous dit que parfois c'est trop tard. Est-ce qu'on parle d'acquisition et d'engagement, ou bien d'engagement et d'acquisition? Ça va dépendre. Parfois, c'est l'un ou l'autre. Ça va dépendre à quel moment vous êtes. Est-ce que vous n'avez personne, et donc il faut absolument engager les gens que vous avez en face de vous pour qu'ils viennent? Et donc là, c'est ce dont on va parler avec Stéphane, c'est une de ses spécialités, parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'acquisition client grâce à l'image et à la vidéo. Ou est-ce qu'on va parler de l'engagement qui va permettre d'acquérir des nouveaux clients? C'est-à-dire que si les gens autour de vous sont engagés avec vous, ils vont parler de vous. Et l'engagement également, lorsqu'on est sur les réseaux, le fait qu'ils aiment et qu'ils likent vos photos va faire que vous allez acquérir de plus en plus de notoriété et de choses comme ça. Le but, donc aujourd'hui, le contexte omnicanal, c'est que... non, je ne l'ai pas, j'allais chercher mon téléphone pour le montrer, mais c'est avec ça que je filme. Le but, en fait, c'est qu'aujourd'hui, dans à peu près tous les secteurs d'activité, lorsque les gens rentrent, ou lorsque même ils sont à l'intérieur de votre boutique ou de votre bateau, ou juste avant de rentrer dans une exposition et ils savent qu'ils veulent acheter quelque chose, ils vont être sur leur téléphone et ils vont googliser, c'est un nouveau terme aussi, hein, on googlise pour savoir est-ce que telle chose est à tel prix, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Même ici en Martinique, avec notre cher octroi de mer, etc., on n'a pas forcément les produits, on regarde, on s'imagine, ok, il y aura 30%, 40% de plus, donc le prix que je vais voir est bien ou pas. Le service que j'attends, est-ce qu'il est dans ce que j'ai vu aussi ou pas? Également, on va avoir de l'engagement parce qu'on va créer une communauté, d'accord, autour de nos clients, avec nos clients. On oublie souvent dans le community management, parce qu'il y a eu plein de petites formations très rapides, mais qui étaient plutôt sur la création de contenu. Et quand je parle de contenu, là, à ce niveau-là, je parle plutôt de création de photos, donc utiliser Photoshop, utiliser Canva, etc., pour voir de quelle manière on peut faire une publication. Mais les gens ont oublié que le terme de community manager, c'est de gérer une communauté. Et donc, on ne gère pas forcément une communauté juste avec cette petite image, une photo et puis un prix et un discours. Il y a tout ce qu'il va y avoir autour
qu'il faudra savoir mettre en avant. Donc voilà, je vais laisser la parole à Stéphane un petit peu, parce que je parle beaucoup sinon, et puis on va voir ensemble de quoi il en retourne. Super. Entrez, entrez. Bonsoir. Bonsoir. Je suis désolée pour le Ceci. retard. Vous êtes pardonné. Installez-vous. Merci. Bon, bah, bonsoir à tous, je suis Stéphane Maton, donc je suis photographe, pilote de drone professionnel et je réalise des vidéos pour les entreprises. David m'a invité à cette masterclass pour vous parler de la vidéo et ce que ça peut apporter pour vos entreprises. Donc on va en préambule, la célèbre citation de Confucius que tout le monde connaît, hein, une image égale 1000 mots. Alors, une image égale 1000 mots. Confucius, il faut savoir que c'était 500 ans avant Jésus-Christ. Il n'y avait pas la vidéo, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Alors, imaginez ce que dirait maintenant Confucius de nos jours. Donc on va regarder en détail, de manière factuelle, les chiffres de la vidéo sur le net en 2022. Donc tout d'abord, dans le marketing digital. Là, il faut savoir qu'une entreprise qui a fait le choix de mettre de la vidéo dans son système de marketing va avoir 27% de clics et 34% de conversion en plus. Donc c'est 27% et 34%. C'est déjà assez énorme sur une première étape. Ensuite, sur l'emailing, le fait de mettre une vidéo dans un email va augmenter le taux de clic de 200 à 300%. La puissance, donc en 2021, on n'a pas les chiffres de 2022, mais on imagine que c'est au moins pareil, voire plus. 82% du trafic mondial sur le web se faisait avec des internautes qui regardent une vidéo. Donc vraiment une grande majorité. Et la compréhension, alors le fait de mettre une vidéo qui parle de votre service, de vos produits que vous voulez vendre, va augmenter la compréhension du client potentiel, du prospect, de 74%. Et 9 clients sur 10 qui ont acheté le produit ont estimé que la vidéo était très utile pour leur acte d'achat. Alors ça parle des vidéos de chats que vous voyez sur vos fils, bien entendu, mais également de toutes les vidéos que vous allez avoir. C'est là où justement on va créer ce petit lien avec les gens et où en fait le but d'avoir une vidéo, c'est effectivement que tout d'abord les gens retiennent beaucoup moins les mots que ce qu'ils voient. Donc on a une rétention des mots qui est plus importante lorsqu'elle est avec quelque chose et que l'intention et également ce qu'on entend donc permet de retenir, mais aussi on fait placer plus facilement une intention avec une voix. Si vous dites à quelqu'un qui c'est qui a fait ce dessin de merde alors qu'il est magnifique, qui c'est qui a fait ce joli dessin, pour lui c'est la même chose. Qui c'est qui a fait ce dessin de merde ou qui c'est qui a fait ce joli dessin, c'est l'intonation. Si vous dites à un chien « Espèce de bâtard, viens me voir », il va venir quand même, parce qu'il sait que quand on se met comme ça, il vient en remuant la queue, c'est quelque chose qui l'appelle. Donc ça, vous l'avez à la vidéo, alors que vous l'aurez plus de mal de l'avoir à l'écrit, parce qu'une virgule, un point, l'écriture SMS, ça a balayé un petit peu tout ce qu'on faisait avant. C'est plus la plume, etc. On va parler maintenant de marques et de consommateurs. Donc 64% des consommateurs sont susceptibles de faire un achat en ayant regardé une vidéo. Ensuite, l'attention, donc les 50% des 18-34 ans suivent les notifications de leur marque préférée. Donc dès qu'il y a une notification qui sort, ils vont regarder la vidéo. Alors moi j'ai un petit peu plus de 34 ans, mais je fais partie des gens qui suivent des marques et dès qu'ils ont une notification, je rate pas un nouvel épisode. On n'a que l'âge qu'on a dans sa tête. Donc finalement, tu dis que tu as 34 ans, quoi. Et demi. Un peu plus. Donc effectivement, je suppose que vous aussi, vous êtes abonné à des marques que vous suivez, puis vous suivez les vidéos qui vont sortir et vous donner les infos sur les nouveautés. En business to business, donc 75% des cadres regardent au moins une vidéo par semaine sur leur secteur d'activité. Donc 75%. Et la viralité, donc 55% des personnes consomment des vidéos en priorité par rapport à du texte en fait. Donc une majorité. Alors,
on le sait, la vidéo aussi, elle va permettre d'être vue un petit peu à n'importe quel moment. Comme on disait, le téléphone, il va vous permettre de regarder les choses à l'instant où vous avez envie de le faire. On est chez le médecin, on attend, c'est fini la pile de trucs sur les revues, toutes déchirées, etc., qu'il y a sur la table du médecin. On est dans la voiture, on joue plus forcément à compter les chiffres qu'il y a sur la plaque d'immatriculation et puis à les sortir. Aujourd'hui, on est dans un embouteillage, on sort son téléphone, faut pas le faire, pardon. Beaucoup de gens, personne dans la salle, mais beaucoup de gens sortent leur téléphone. On m'a dit qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Ouais, c'est honteux. C'est honteux. Mais on attend sa pizza, on sort son téléphone. Il y a des entreprises qui ont créé des sociétés, qui ont créé des business autour de ça. C'est-à-dire dans les lieux d'attente, ils mettent le Wi-Fi exprès parce qu'ils savent que tout le monde va aller se connecter. Donc c'est important d'avoir également, on le verra tout à l'heure, des choses qui soient courtes et impactantes. Donc parlons maintenant de vos réseaux sociaux. Donc lorsque vous mettez une vidéo sur vos réseaux sociaux, vous avez 1200% de partage en plus par rapport à une photo avec un texte. 1200%. La puissance, donc c'est du simple au double. Donc la puissance sur une vidéo par rapport à du texte avec un lien, c'est du simple au double. Catchy, donc catchy, ça veut dire qui retient l'attention des internautes. C'est 5 fois plus, l'internaute reste 5 fois plus longtemps sur votre réseau social pour regarder une vidéo. Donc 5 fois plus de temps, ça veut dire que vous pouvez donner plus d'informations à vos prospects. Ils découvrent votre société, votre savoir-faire, vos produits, votre service. Donc 5 fois plus de temps, ça permet de donner beaucoup plus d'éléments. Et la portée organique, 55% plus élevé qu'une photo. Donc naturellement, les gens vont plus facilement partager une vidéo qu'une photo ou du texte. Alors ça, pareil, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas le temps, on est là et puis on scrolle, c'est aussi un nouveau mot, soit avec le pouce, soit ceux qui sont plus anciens, c'est avec le doigt comme ça. Et donc, on va avoir l'œil qui est attiré plus facilement par les images. Donc, vous avez une tendance à être attiré par les images, mais comme on le voit ici, c'est pas que l'image. Le fait d'avoir ce petit bouton, ce petit triangle là qui dit que vous pouvez appuyer pour voir un peu plus que cette image, ça vous donne envie de le faire. Donc ça, c'est aussi une chose qui est importante et qu'il faut, lorsque vous faites vos vidéos, penser à utiliser. Donc là, on va parler de votre site web et puis de votre référencement SEO. SEO, c'est le référencement Google organique en fait, non payant. Il y a deux référencements. Il y a le référencement payant, où là, on va payer des mots-clés à Google pour apparaître, remonter dans le moteur de recherche. Et le SEO, c'est intéressant parce que c'est gratuit. Donc c'est par rapport à la pertinence de vos publications que Google va le faire remonter dans les premières pages. Et plus votre site est bien fait, enfin plus votre communication digitale est bien faite, et plus vous allez remonter dans le moteur de recherche Google. Donc le fait de mettre une vidéo sur votre site internet va augmenter de 80% le taux de conversion. La rétention, donc pareil, c'est un peu comme on disait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, ça marche aussi pour le site internet. Donc le temps de visite est 2 minutes plus long. Donc 2 minutes plus long, si on pense à Confucius tout à l'heure, ça fait quand même un paquet de mots. Donc vous pouvez apporter à votre prospect quand même beaucoup d'informations. Donc ça donne une attraction de 3 fois plus de temps. Et donc par rapport au SEO, le moteur de recherche Google, le fait de mettre une vidéo sur votre site internet, vous allez augmenter la probabilité, donc la première page de Google, là où il faut être, parce qu'après ça ne sert plus à rien, donc tout le monde va être sur la première page, sur une recherche de mots-clés qui vous concerne, bien sûr. Donc 53 fois plus de chances d'être sur la première page. Donc si vous ne mettez pas de vidéos sur votre site internet qui parlent de votre produit, de votre entreprise, de votre savoir-faire, vous avez 50 fois moins de chances d'être sur Google. Sur la première page de Google. J'ai cru que tu parlais d'un Google spécial Google X, ça m'a fait... Ah ouais. Oui, c'est vrai. Du coup... Ça on censure. On va couper, on coupera en montage. Ah non, c'est en direct, ok. Alors, du coup, on passe à une étape qui est quand même importante, c'est-à-dire que c'est bien de faire de la vidéo, et on vient de le voir, c'était pas prévu, on est en train d'en faire une en ce moment même, mais comment est-ce qu'on fait la vidéo? Alors, souvent, on va vous parler de votre buying persona, ou du persona, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est? On va vous dire que c'est un homme ou une femme, etc. Alors, réellement, ce qu'il faut voir, c'est que le buying persona, c'est quelqu'un que vous imaginez être votre client idéal.
D'accord? Donc tout d'abord, imaginez votre client idéal. Sachez que, étant donné qu'on est des hommes, j'ai mis homme avec un grand H, hein, des êtres humains, on est fait pour vivre en groupe. On a l'instinct grégaire depuis des siècles et des siècles, voire des millénaires. Et le but, en fait, déjà de créer un persona, c'est que si vous allez parler à une vidéo, vous n'êtes pas préparé psychologiquement pour regarder un écran face caméra et parler à cet écran-là comme si vous parliez normalement. C'est pas naturel. Donc le fait d'avoir votre buying persona, c'est lui que vous allez imaginer là. Donc ça peut être votre premier client, le premier à qui vous avez vendu, ça peut être la personne que vous aimez, qui vous aime le plus dans votre famille et qui vous a le plus soutenu lorsque vous avez commencé votre entreprise. Mais en tout cas, souvent, ce buying persona, il va avoir un faciès qui est agréable, en tout cas qui vous ramène de bons souvenirs. On va également pouvoir s'adresser à lui, et souvent on dit de lui donner un prénom, etc., pour vraiment le marginaliser, le visualiser, d'accord? Et quand vous faites votre vidéo, donc vous allez pouvoir trouver comment on va lui parler. Et pour trouver comment on va lui parler, il y a pas mal de questions. Donc je vous ai mis là juste quelques questions sur à quoi ressemble sa journée type. Donc comme ça, si je lui parle le soir, je sais, il est fatigué, il a fait ça. À quoi, quel âge il a, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, comment est-ce qu'il a réagi, quelles sont ses peurs, quelles sont ses envies. Et donc comment est-ce que cette vidéo-là va pouvoir répondre aux besoins qu'il a. Si aujourd'hui je désire parler de vidéo et que je fais une vidéo pour des aveugles, ça marche pas, quoi. Il y a un moment donné où ils vont pas voir autant que je fasse un podcast ou quelque chose qui soit vraiment... Il faut que ça soit percutant, pertinent. Et donc, vous allez donc dessiner ce buying persona. Si vous voulez, il y aura mon mail à la fin. J'ai les 100 questions que vous pouvez poser pour créer votre buying persona. C'est une petite formation, je me fais fort de vous l'offrir pour tous ceux qui le désirent. Et comme ça, vous allez pouvoir le créer et vraiment qui corresponde à votre image et en tout cas à l'image que vous faites de votre client idéal. Il y a un truc aussi que je vais rajouter juste avant de te relaisser la parole, c'est que quoi qu'il arrive, on n'a pas besoin, lorsqu'on fait un buying persona, d'en avoir qu'un seul. Parce que c'est trop réducteur. Et ensuite, même si on en a 2 ou 3, on n'a pas besoin de les garder ad vitam. Son buying persona, il peut réévoluer. Moi, si je vous disais qu'à la base, mon buying persona, c'était plutôt des gens comme moi, des managers, etc., donc comme moi dans mon ancien métier, parce que je me disais c'est à eux que je sais parler, mais au final, ceux à qui je parle le mieux ne correspondent plus du tout à ce buying persona. J'ai changé au fur et à mesure, en voyant quels étaient mes réels clients qui venaient à moi, je me suis adapté aussi à ça, en me disant, ah non, soit tu t'es trompé, soit la manière dont tu parles, finalement, n'attire pas du tout les gens que tu imagines. Donc j'ai toujours des managers quand même, parce que c'est ce que j'étais avant, directeur commercial, etc. Mais je suis plus avec des entrepreneurs et des gens, au lieu de gens qui gèrent des équipes, des gens qui sont eux-mêmes leur équipe. Parce qu'ils touchent un petit peu à tout, etc. Et donc au lieu d'avoir une spécialité, je suis un peu plus comme je faisais avant, c'est-à-dire que je touche un peu plus à tout et j'aide les gens à toucher un peu plus à tout. Mais ça, si je ne l'avais pas fait évoluer, mon buying persona, je serais en train de rentrer dans un mur en me disant, va voir des managers et essaye de leur parler. Et au final, non, c'est pas ce qu'il fallait faire non plus. Donc là, on vous a mis une petite vidéo, enfin, petite vidéo, oui, parce qu'il faut que ça soit punchy et catchy. Donc ça, c'est un exemple de vidéo. Quel que soit votre âge, à un moment donné de votre vie, vous avez besoin de vous sentir bien dans votre corps, sur le plan émotionnel ou mentalement. Body Synergy propose la kinésiologie, qui permet justement la libération émotionnelle, la médecine traditionnelle chinoise avec les massages, la réflexologie plantaire et la poncture. La kinésiologie répond aux problématiques aussi bien du corps physique, c'est-à-dire toutes les douleurs, mais aussi aux douleurs émotionnelles. Parce qu'en général, on considère que lorsqu'il y a une douleur physique, elle a souvent, la plupart du temps, une cause émotionnelle. La séance va avoir lieu ainsi. Il y aura une anamnèse où je vais étudier un petit peu tout ce qui concerne la personne que je reçois. Elle va me faire part de sa demande prioritaire lors de la séance. Par le biais d'un test musculaire, les protocoles vont être établis et le corps va répondre
à certaines problématiques posées. Body Synergy vous accompagne, quel que soit votre âge, avec Body Synergy, bien dans son corps, bien dans sa tête. Donc on voit que son persona, il a été quand même bien défini. La vidéo, elle a été faite en fonction. C'est quelque chose qui est zen, c'est de l'énergie, etc. On n'est pas sur une vidéo à la 24 heures avec le petit truc qui est en train de brûler, comment on dit, la chandelle par les deux bouts et qui va exploser. Donc on a un persona, ça s'adresse à certaines personnes, en tout cas qui vont rechercher du calme et des choses comme ça. Donc, comme on a pu voir, donc la vidéo apporte clairement un avantage concurrentiel, puisqu'on a vu que ça apportait une communication attractive, donc ça va vous apporter des prospects qui ne vous connaissaient pas, qui ne connaissaient pas forcément vos services, mais grâce aux réseaux sociaux et les vidéos qui sont partagées, les gens qui s'intéressent à un domaine particulier, précis, où vous êtes expert dans votre domaine, vont à un moment donné recevoir votre vidéo en proposition, fait par les algorithmes des réseaux sociaux. Et là, vous pouvez donc acquérir des nouveaux prospects qui peuvent être intéressés par votre secteur d'activité. Ensuite, ça crée un lien de confiance, que c'est, comme disait David, c'est bien, on s'adresse directement à ces clients qui découvrent, ces prospects qui découvrent votre service, votre entreprise. Ça permet de voir tout de suite à qui on parle. C'est pas juste un logo et une page web sans descriptif. On sait la personne qui gère l'entreprise, surtout quand c'est des entreprises individuelles où l'entrepreneur est tout seul dans son entreprise. Donc ça permet vraiment de voir à qui on parle, à qui on a affaire. C'est important également pour le référencement de votre site internet via Google et donc son trafic, puisque c'est plus facile, on a plus de trafic, mieux on est positionné sur Google et forcément on aura plus de trafic qui va aller sur le site internet. Et enfin, ce qu'on veut tous en fait quand on ouvre un site internet, c'est favoriser l'acte d'achat, parce qu'on a vu que les internautes sont plus amenés à commander un service ou un produit s'ils ont vu une vidéo. Alors, ce qui est intéressant, donc pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, le lien de confiance, on le crée parce que dans la vidéo, on ne va pas faire des vidéos publicitaires pures. On n'est pas en train de faire que de la vidéo publicitaire. Donc, on doit alterner les méthodes de communication pour créer ce lien-là. D'accord ? Si vous faites une vidéo, imaginons que vous êtes un vendeur de bateaux, vu qu'on est à la marina, on va parler de vendeur de bateaux, et qu'à chaque fois vous faites une publication, c'est un bateau hors de l'eau, vous en faites le tour, et puis vous mettez 3-4 photos après de l'intérieur, que vous mettez également sous format vidéo en disant chambre 1, chambre 2, etc. Les gens ne vont pas forcément venir à force, en fait vous allez perdre de votre intérêt, parce qu'on n'a pas forcément envie de regarder que des bateaux. Si vous mettez des gens en vacances sur les bateaux, si vous mettez le petit chat qui est en train de monter sur le bateau, si vous mettez... alors je parle beaucoup des chats parce que les vidéos de chats, c'est très viral sur Internet, mais si vous mettez des choses comme ça, vous allez avoir tendance à prévoir, à trouver un peu plus de retenue là-dessus. D'accord ? On vend une expérience. On vend une expérience, merci. Alors, également, faut éviter d'avoir des vidéos trop longues. Lorsqu'on parle de vidéos publicitaires, au bout de 30 secondes, vous avez perdu 30% de votre audience si vous ne l'avez pas capté. D'accord ? Il vaut mieux essayer d'avoir une vidéo qui va durer moins d'1 minute 30, avec les 15 premières secondes, ça va être une introduction un peu punchy. Ensuite, vous avez 30 secondes sur votre vidéo et les 15 dernières secondes pour partir. Donc ça va vous permettre d'avoir la base de votre vidéo, d'accord ? Ça, c'est 1 minute. Et ensuite, vous allez pouvoir proposer votre produit, redonner un rendez-vous, etc. Il faut toujours prévoir ce qu'on fait. Toujours prévoir où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va dire. On ne fait pas une... Même si vous n'êtes pas en train de lire un script, d'accord ? Moi, j'aime bien faire mes vidéos à l'arrache. Je les fais... Quand je dis à l'arrache, je sais de quoi je vais parler, j'ai mes 3 points principaux, et ensuite je vais débiter, et puis en règle générale, face caméra, je parle assez aisément.
Au pire, je recommence toute la vidéo, j'évite les coupures et tout. Je suis plus à l'aise de le faire comme ça. Mais en tout cas, je prévois les grandes lignes de ce que je vais dire. Ça permet d'éviter de partir dans tous les sens. Le format interview pour les vidéos publicitaires, c'est assez intéressant. Comme celui que nous a montré, qu'a fait Stéphane pour la personne qu'on a vue tout à l'heure. Ne pas oublier que cette vidéo, elle doit vous représenter. Vous allez voir, juste après, on va vous montrer une autre vidéo d'une autre personne qui est totalement différente, mais parce que l'objectif n'est pas le même non plus. Et également, aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, 90% des gens vont regarder les vidéos sur leur téléphone. Donc pensez à le faire téléphone friendly. Il y a des choses où vous pouvez les mettre en format Instagram, en format téléphone, où c'est un peu plus long plutôt que sur quelque chose qui va être en longueur. D'accord? Donc là, vous avez par exemple une vidéo interview que, là, ce coup-ci, c'est moi qui l'ai réalisée. Alors, elle est beaucoup moins bien, mais c'est un style un peu différent. De toute façon, ça ne touche pas les mêmes personnes. Bonjour, je suis Héloïse Ouniou, on m'appelle Maman Cactus et je suis créatrice de produits zéro déchet. C'est déjà mon métier et j'ai aussi un projet d'agrandir la société. Alors, le zéro déchet, c'est d'utiliser des produits qui vont remplacer le plastique et qui vont être réutilisables plutôt que jetables. Que mon entreprise, je pense, est une entreprise vraiment importante pour la planète et que justement le fait que ça soit des choses en tissu avec des jolis motifs qui peuvent attirer l'œil et intéresser des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par le zéro déchet, ça peut provoquer des déclics. Donc le but de cette vidéo était clairement pas du tout le même que celui de la vidéo juste avant. Donc ça c'est mon instant pub parce que c'est ma femme. Mais donc le but de cette vidéo c'était pas du tout le même et j'ai pas les mêmes outils que notre ami ici présent pour travailler. Et en plus la personne qui fait la vidéo n'a pas mon appétence pour passer à la caméra. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi le format un peu interview où on pose des questions par écrit, on va répondre, ce qui permet qu'elle ne soit pas trop stressée à devoir chercher les mots, etc. Elle a pu prendre son temps entre le moment où moi je posais la question et le moment où elle parlait. On a pu recommencer aussi les prises de vue et là on a fait des montages. Et pour ses clients, le fait de la voir en vrai, parce qu'elle est couturière, elle fait des produits, et c'est souvent pas elle en plus qui va les vendre, etc. C'était aussi un avantage, il fallait qu'on la voie, parce que ça crée ce lien avec la clientèle. D'accord ? Donc, on a également, on s'est dit que vous voudriez peut-être vous-même réaliser des vidéos sans forcément passer par un professionnel, même si je vous conseille d'en prendre un parce qu'il va pouvoir vous aider dans les premières réalisations et puis pour voir avec vous de quelle manière vous allez pouvoir avancer là-dessus. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, je vais vous donner, comme vous êtes sûrement motivé pour dès demain ou ce week-end faire des vidéos, donc je vais vous donner quelques tips pour améliorer facilement, avec pas grand-chose, vos vidéos, la qualité de vos réalisations. Donc un trépied indispensable, un trépied avec un petit adaptateur qui se met dessus pour mettre le téléphone. Alors, toi tu m'as dit que tu avais trouvé ça en Martinique. Alors, Galérien, non? La Galérien, ils vendent peut-être. Sinon, après, bon, je sais, comme tu disais tout à l'heure, bon, c'est toujours compliqué de commander sur Internet quand on est en Martinique. Ça vaut pas très cher, en fait. Alors, peut-être qu'avec le ministre... Ah, tu sais, peut-être, David? I Love Mobile, etc. Ils en ont avec directement la petite lumière autour pour pouvoir pour parler face caméra. Là. Comme ça, vous allez être des Instagrammeurs directs et puis vous allez pouvoir passer... Alors, Instagrammeuse, voilà. Ne soyez pas vexés, mesdames. Donc le petit accessoire indispensable avec l'adaptateur pour le téléphone. Voilà. Alors, souvent, là, ça aurait été rigolo que tu l'aies pas. Le téléphone, il ne faut pas qu'il fasse tomber surtout.
Alors souvent on a tendance à le mettre le téléphone face comme ça. On le positionne de manière à pouvoir se voir et on parle directement en se regardant. C'est bien narcissique, parce que, hein. Je vous avais dit tout à l'heure de regarder quelqu'un que vous aimez bien. Si vous vous regardez vous-même, c'est un petit peu narcissique. Mais bon, après... Donc en général, tout le monde fait ça. Bon, faut savoir que c'est pas sur l'appareil, sur le téléphone, il y a deux caméras. Il y a une caméra ici, il y a une caméra là. La meilleure, c'est pas celle-ci. En général, c'est la plupart des téléphones. Hein. David, tu confirmes. La caméra extérieure, arrière est la meilleure. Donc il vaut mieux le positionner de ce côté-là. Et si vraiment vous voulez vous voir, bah, vous mettez devant un miroir. Comme ça, vous vous voyez en même temps. Ensuite, le mieux, c'est de mettre la photo de son personnage juste là. comme ça, Comme tu ça, parles directement. Vous parlez à votre personnage, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas obligé de parler à la pomme ou à votre photo dans le miroir. À la femme. Alors, la hauteur. Bon, pas en contre-plongée, parce que les images ne sont jamais très belles. Non plus trop haut, puisque là, ça va avoir tendance à vous tasser. Vous le mettez à hauteur des yeux. Comme ça. Après, vous faites attention, bien sûr, au cadrage. Hein. Vous mettez, voilà, vous mettez de manière sur le cadrage que ce soit aussi en rapport avec votre activité. C'est-à-dire que si on avait vu, par exemple, tout à l'heure la vidéo que j'ai faite pour Christelle, on s'est mis au moulin du Gros Morne parce qu'elle avait besoin d'un côté zen. Si on s'était mis proche d'une route avec des camions qui passent, ça aurait un peu... voilà, c'était un peu hors sujet. Donc il faut faire attention au cadrage par rapport à votre activité. Qu'il n'y a pas trop d'éléments perturbateurs aussi visuellement. Hein, l'intérêt, c'est que les gens ils sont là pour regarder votre vidéo. S'ils sont arrivés jusqu'ici, qu'ils ont cliqué, c'est que forcément il y a un intérêt quelque part qui se fait. Donc il faut voilà, qu'ils soient concentrés sur ce que vous allez dire. Pour la lumière, pareil, vous déterminez où est la source de lumière de manière à être face à la lumière plutôt qu'en contre-jour, mais ça, normalement, ça se voit aussi sur les images, si c'est en contre-jour, vous serez pas très net, donc ça, c'est pas terrible. Et une fois que c'est prêt, si vous le mettez en route, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier et que souvent les gens qui font des vidéos avec leur téléphone oublient. Appuyez sur play. Ça, on s'en rend compte au bout de la troisième fois qu'on parle, bon, je crois qu'on n'oublie pas. Et en fait, ce qu'on fait là, on fait de l'audiovisuel. Donc là, on a réglé le visuel, et il faut maintenant s'occuper de l'audio. Alors quand on est dans une pièce, chez soi, une chambre, il n'y a pas trop de réverbération. Comme ça, on est à 1 mètre, ça fonctionne. Si on est dans une pièce assez grande, et que plus on s'éloigne, et plus la réverbération devient désagréable à l'écoute. Donc, la personne qui est là, l'internaute qui est là, qui a cliqué sur votre lien, ce serait dommage qu'au bout de 30 secondes, il quitte parce que le son n'est pas bon. Alors, il y a un petit accessoire qu'on a utilisé qui est là, qui s'appelle un micro. Ça existe pour les portables, ça doit coûter peut-être une vingtaine d'euros dans les boutiques utilisables qui vendent des accessoires pour les téléphones. Une vingtaine d'euros. Vous l'accrochez là, vous pouvez être à 10 mètres du téléphone, ou 6 mètres, je ne sais pas comment ça fait le fil, et le son sera nickel pour l'internaute qui va écouter ce que vous allez lui dire. J'espère que le son va être bon là, parce que s'il n'est pas bon... Je ne suis pas responsable du matériel utilisé ce soir. Autre chose très importante, quand vous faites une vidéo, il y a les bruits extérieurs, ça ne pardonne pas. Autant dans la vraie vie, quand on discute comme ça, une voiture qui passe, un chien qui aboie un peu au loin, votre femme qui crie dans la cuisine, Vous avez vécu ça? au téléphone, ou alors des coques à côté. Dans la vraie vie, comme ça peut passer. Si vous êtes en train d'enregistrer, ça ne fait pas du tout quand on écoute ça en audio, enfin en vidéo, c'est pas bon du tout. Il faut essayer de se mettre dans un endroit où il n'y a pas de bruit, le moins possible de bruit extérieur. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, il faut faire un minimum de montage. Ne serait-ce que pour, quand vous appuyez sur le bouton, hop, vous vous placez, tac, 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 vous parlez, vous retournez sur votre téléphone, vous appuyez. Ça, il ne faut pas le mettre à l'écran. Hein. Donc, il faut au moins pouvoir couper le début et l'après. Donc ça, il y a un logiciel ça s'installe, c'est gratuit sur les téléphones, InShoot. Donc c'est assez facile à utiliser. Vous avez votre vidéo, vous pouvez la couper où vous voulez, vous pouvez ajouter des titres, vous pouvez mettre des effets, vous pouvez même mettre des plans d'illustration. Si par exemple vous parlez d'un produit que vous vendez, ou sur une autre vidéo, vous filmez votre produit, vous l'intégrez au-dessus, donc on continue à vous entendre parler, et en même temps on voit ce dont vous parlez en fait à l'écran. Donc c'est très très bien fait. Et donc là ça marche sur les téléphones. Et Canva, Canva c'est
c'est plutôt sur les... Je crois pas que ça marche Canva sur les téléphones. Hein. Si, ça marche aussi. Ah, bah, c'est vrai que moi j'utilise Canva sur l'ordinateur, mais ça fonctionne aussi sur les téléphones. Ça c'est très bien si vous voulez faire des animations graphiques comme on a vu dans la vidéo que David a fait avec Momo Cactus. Ça permet d'avoir des templates assez pratiques. Vous prenez, vous mettez votre vidéo, vous changez la typographie, ça fait tout de suite quelque chose de très fonctionnel et très efficace. Et dernière chose que j'aimerais attirer votre attention, c'est sur le droit à l'image. Donc n'oubliez pas, si vous prenez une tierce personne dans vos vidéos, il faut lui faire signer un droit à l'image. Alors, vous trouvez ça assez facilement sur Internet, vous mettez un droit à l'image. Si jamais vous avez du mal à en trouver, vous me contactez, je vous en enverrai un. Ou sinon, vous pouvez faire comme je fais là, ce soir. Il y a une caméra qui nous filme, hein, tous. Donc s'il y a des personnes qui ne veulent pas être vues sur nos publications, il suffit de le signaler en levant la main et elles seront floutées. Donc s'il y a des gens parmi vous qui ne veulent pas figurer sur nos publications, personne. Donc personne, donc voilà. Ouais, s'il y a des personnes recherchées aussi. Voilà, donc maintenant, à vous de jouer et on regardera de près vos réalisations. Aujourd'hui, je suis avec Aurélia Okula de AO Service, qui est spécialisée dans le service client. Et donc moi, je suis David Ognou, coach de dirigeants. Donc on va essayer de vous parler de la meilleure manière possible de ce qu'on a déjà fait la dernière fois. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce triptyque acquisition, engagement? Parce que tout d'abord, la rétention des clients, ça coûte 5 à 10 fois moins cher que la nouvelle acquisition. Et malgré tout, il faut toujours arriver à pouvoir se renouveler et trouver l'équilibre entre les deux. C'est pas toujours facile. Donc nous, on espère justement vous aider à pouvoir passer ce cap-là, voir de quelle manière vous pouvez attirer plus de clients à vous et surtout les garder. Et ça passe effectivement, comme on l'a vu la dernière fois, par un engagement grâce à des vidéos, à des photos, à la manière dont vous dialoguez avec eux, le community management. On a parlé également de tout ce qui allait être engagement vous envers eux et du coup eux envers vous. Mais ça passe aussi par la satisfaction, et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui avec Aurélia, pour la satisfaction des clients. Donc je voudrais revenir un petit peu sur 2-3 points de vocabulaire, parce que premièrement, tout d'abord, il y a énormément de gens qui parlent de fidélisation clientèle et qui confondent fidélisation clientèle avec fidélité. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est que la fidélisation clientèle, c'est du marketing pur. C'est tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, vous, pour fidéliser votre clientèle, c'est-à-dire pour qu'il reste avec vous. Ça, c'est la fidélisation. Donc, c'est les ventes privées, c'est les discours WhatsApp, c'est les chatbots, c'est les cartes de membres du club, etc. Donc, ça, ce sont la fidélisation. La fidélité, il y a 4 types de fidélité. D'accord? Tout d'abord, la fidélité, c'est un mix. Enfin, c'est là où se rejoignent, pardon, comme c'est écrit, la croyance de votre client, d'accord, avec son expérience. C'est-à-dire que il y a, donc ça c'est la fidélité qui est attitudinale. Lorsqu'il vient chez vous, qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce que vous lui avez vendu lorsque vous avez essayé de faire son acquisition? Et est-ce qu'il le trouve? S'il le trouve, il y a donc satisfaction. Et s'il y a satisfaction, il y a une fidélité qui se crée. 100% des clients fidèles sont satisfaits. 100% des clients satisfaits sont pas toujours fidèles. Bon, ça c'est encore autre chose, on verra après. La satisfaction, c'est l'expérience de une à plusieurs... la satisfaction, c'est une à plusieurs expériences qui se sont bien passées, c'est-à-dire où vous avez réussi à rentrer dans la croyance de ce qu'ils avaient avec vous. Pour revenir sur la fidélité, 4 types de fidélité. La fidélité induite, alors celle-là c'est la pire, on ne la voit pas toujours, c'est celle qui est obligatoire. C'est genre, il n'y a que vous qui faites ce produit-là, et donc le client, quoi qu'il arrive, il est obligé de venir à vous, il ne peut passer que par vous, ou vous êtes dans sa rue, il n'a pas de voiture, il vient faire ses courses chez vous, et vous dites, ah, super, ce client, il est fidèle, en fait, s'il déménage à 200 mètres de là, il n'y reviendra plus. Donc c'est quelque chose où, après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le gagner quand même, hein. On peut le gagner, le fidéliser, mais en tout cas, la fidélité induite, elle est obligatoire et elle est subie par le client. La fidélité
comportemental, c'est quelque chose où le client va prendre une habitude. Donc, par exemple, c'est ce que les restaurants qui sont autour des centres commerciaux visent. C'est-à-dire, je suis pas trop mauvais, lorsqu'ils viennent faire leurs courses, ils vont manger chez moi. Donc, là, on est sur un comportement, je viens me remplir le ventre juste avant d'aller manger, juste avant d'aller au cinéma. Par exemple, si vous changez au cinéma, c'est un Snack Élysée, bah, les gens qui vont au Snack Élysée sont pas forcément 100% fidèles à Snack Élysée. S'ils mettent un McDo, les mêmes personnes iront manger au McDo parce que ce qu'ils veulent, c'est juste manger un burger avant ou après leur cinéma. Alors que le client qui est en centre-ville et qui veut manger un Snack Élysée parce qu'il est fan de Snack Élysée, va aller exprès là-bas plutôt qu'à McDo, à Quick. J'en cite 3 parce que sinon c'est de la publicité pour un. Il faut respecter les quotas. Oui, c'est un peu mal. Oui, mais c'est pas grave. Il faut citer 3, c'est tout. D'accord. Voilà. Là, ensuite, on a la fidélité recherchée. Donc celle-là, bah, c'est celle que vous allez créer. D'accord? C'est justement, c'est ce qu'on disait, c'est la fidélisation, hein, c'est la fidélité recherchée. Comment je peux faire pour atteindre mes clients, les ventes privées, quel canal j'utilise en discussion, upselling, cross-selling, donc faire des ventes supplémentaires, montrer qu'on s'intéresse à lui, qu'on a vraiment trouvé. Les ventes privées, c'est très intéressant aussi parce que c'est quelque chose qui vient en direct vers votre client. Et on en reparlera tout à l'heure, mais le questionnaire satisfaction, c'est énorme aussi en création de satisfaction. Voilà. Et ensuite, il y a la fidélité attitudinale, qui, elle, c'est vraiment un lien qui est créé entre la marque ou l'emplacement et le client. J'adore telle marque parce que je suis bien dedans, parce que machin le porte, et en fait, on va aller porter cette marque de vêtements pour cette raison-là, ou on mange dans tel endroit pour cette raison-là. Mais là, c'est vraiment quelque chose, c'est entre guillemets, presque le summum de la fidélisation. Les champions du Voilà. storytelling, notamment. Par exemple, aussi. Effectivement. Et ensuite, bah, c'est l'engagement, donc dont on voulait parler. L'engagement, c'est ce qui est vraiment au cœur du parcours client, d'accord? C'est ce que l'on recherche, c'est-à-dire que le client satisfait, il va peut-être en parler autour de lui. Le client très satisfait et fidèle, il en parle toujours. Et on obtient souvent cette fidélité-là en allant au-delà de ce que le client attend, en allant au-delà de ses attentes et de l'expérience et les croyances qu'il a sur ce qui est censé arriver lorsqu'il arrive chez vous. D'ailleurs, si je peux juste rebondir sur ce Oui. que tu viens de dire, il y a, tu vas me redonner son nom si tu t'en souviens, le patron de Virgin, ex-Virgin, Richard Branson. Richard Branson, qui dit d'ailleurs qu'il faut que pour fidéliser, en tout cas satisfaire les clients, c'est leur donner des attentes raisonnables et de les dépasser. Ouais. Donc oui, c'est à moi. Enfin, donc j'ai commencé par cette phrase qui n'est pas une citation, mais le résultat d'une étude d'un cabinet qui justement mène des études sur tout ce qui est expérience client, expérience collaborateur, expérience RSE, enfin tous ces types d'expériences d'entreprise. Donc le cabinet KPMG qui, dans cette étude, on voit que le parcours client post-achat, donc une fois que la vente est faite, eh ben, c'est le plus grand générateur de désenchantement pour les clients, puisque justement, comme disait David tout à l'heure, c'est le moment où la promesse qu'on a fait au moment de la vente ne rencontre pas l'expérience proposée par les clients. Et ça, c'est ce que j'ai mis dans la slide suivante. C'est très important à prendre en compte que ce parcours post-achat match avec la vente et qu'il n'y ait pas ce désenchantement, parce qu'on sait aujourd'hui que 97% des clients, et alors j'ai des chiffres nationaux, et j'ai aussi cet été réalisé une étude ici en Martinique pour avoir des chiffres plus locaux, puisque je sais qu'il peut y avoir des écarts, donc pour avoir une image, et on est dans ces chiffres de 97% des clients qui déclarent pouvoir quitter une marque ou une entreprise en cas de mauvaise expérience avec le service client, en sachant que le service client, globalement, c'est ce qui est la relation que vous allez avoir avec votre client après l'achat. Voilà, si je synthétise le service client. Donc voilà, et que 77% des clients sont prêts à dépenser plus ou à être plus fidèles s'ils ont une bonne expérience post-achat.
Donc c'est vraiment un élément à prendre en compte. Et alors ça, c'est un chiffre souvent qui étonne, mais en sachant que si on augmente de 5% son taux de rétention client, on peut augmenter ses bénéfices de 25 à 55%. Donc c'est vraiment à prendre en compte de bien matcher et de prendre soin de ce parcours client post-achat, en sachant que aujourd'hui, moi de mon expérience justement de retour en Martinique, mon domaine c'est particulièrement service client, l'accent est très très mis justement sur le commerce, sur la partie commerciale, et beaucoup moins sur cette relation post-achat. Donc les bénéfices de la fidélisation, alors on parlait du mot fidélisation, donc c'est pas dans ton terme, je voulais juste nuancer peut-être un peu, effectivement c'est tout ce que l'entreprise met en place au terme marketing, mais met en place, j'ai envie de dire tout court, pour matcher justement, pour matcher les attentes des clients. Donc quels sont les bénéfices de bien travailler la satisfaction client et de les fidéliser? Tout d'abord la réduction des coûts et l'augmentation des profits. Alors la réduction des coûts, parce qu'un client fidèle, c'est un client qui va vous coûter justement beaucoup moins en support et en service. C'est un client qui va connaître vos processus, qui va être satisfait de ce qui se passe, qui va pouvoir s'engager aussi pour vous aider à améliorer vos produits. Donc c'est un client qui va vous coûter moins cher en suivi au fur et à mesure du temps. Et augmentation des profits, on l'a vu tout à l'heure, les clients qui sont satisfaits, voire très satisfaits, vont dépenser plus d'argent. Vont dépenser plus d'argent chez vous. Et il y a un nouveau, je ne sais pas si on peut dire KPI, ou en tout cas une nouvelle étude qui a été menée cette année. Il y a Decathlon, la Maïf et un autre dont je ne me souviens plus qui ont fait le test. Alors ça s'appelle le Complaint Model. Et en fait, c'est pour analyser la rentabilité du traitement des réclamations. Donc, qu'est-ce qu'on gagne comme argent en traitant nos réclamations? Et donc, bon, je vais vous synthétiser, mais on se rend compte en fait qu'un client qui est très satisfait du traitement de sa réclamation, qui a eu un souci avec l'entreprise, qui a fait une réclamation et qui est très satisfait de son traitement, va dépenser 20 à 30% de plus qu'un client qui n'a jamais eu de souci avec l'entreprise. Donc, D'ailleurs, alors, juste un petit exemple. Moi, avant, j'étais dans le tourisme de luxe. On vendait des mobil-homes et sur des villages vacances 4 et 5 étoiles. Et parfois, l'insatisfaction du client, lorsqu'elle était bien traitée, nous permettait de lui faire un partex, c'est-à-dire qu'il revende son mobil-home pour en acheter un autre. Donc, il réinvestissait, parce que quoi qu'il arrive, c'est comme une voiture. Dès que vous rentrez dedans, vous avez perdu la TVA plus la décote. Donc, même si il y avait une super reprise, etc., il avait une perte et il reprenait souvent autre chose, donc il rachetait. Parce que justement, on l'avait considéré et on avait répondu d'une bonne manière à ses demandes, quoi. et puis À son insatisfaction de base. Et puis ça crée justement cette relation de confiance qui va engager le client avec la marque, avec l'entreprise, et qui va lui donner envie de rester. Alors j'ai plus le nom, j'ai plus quel entrepreneur avait cité ça, mais il disait en fait le moment où le client a un problème, c'est là où vous avez prouvé le sérieux de votre entreprise. C'est le moment où il va voir si effectivement comment vous réagissez, si vous êtes professionnel, s'il peut vous faire confiance. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut vraiment prendre soin aussi de cette relation post-achat. Donc la réduction des coûts et l'augmentation des profits. Alors la recommandation et l'attraction de nouveaux clients, comme on le disait tout à l'heure, les clients très satisfaits, ils vont non seulement vous recommander, mais ils vont même parfois pousser leurs amis, leurs familles, leurs collègues à aller chez vous parce que vraiment meilleurs ambassadeurs. Voilà, ce sont vos meilleurs ambassadeurs. Et puis du coup, on parlait de réduction des coûts à moindre coût, puisque là, c'est moins de frais vous n'avez pas de frais de communication, de marketing, c'est le client qui travaille pour vous et donc qui vous attire de nouveaux clients. Donc, comme on disait, c'est en moyenne 6 fois plus cher d'aller chercher un nouveau client que de fidéliser un client qui va en plus dépenser plus chez vous. Et puis, ça permet aussi dans le développement de l'entreprise. En fait, si on veut accroître son entreprise, c'est-à-dire qu'il faut quand même stabiliser sa base de clients. Il ne faut pas aller chercher des nouveaux clients pour remplacer ceux qui sont partis. Voilà, sinon, c'est plus difficile à développer, c'est plus long, quoi. C'est le saut percé. Voilà, un impact, on parlera tout à l'heure de l'expérience collaborateur et ça joue aussi, même quand on est tout seul d'ailleurs dans son entreprise, il y a un impact quand même positif sur le moral d'avoir des clients satisfaits plutôt que d'avoir que des clients qui hurlent toute la journée, qui sont insatisfaits. Donc pour les équipes, pour le chef d'entreprise, c'est quand même une autre ambiance de travail qui a un impact non négligeable. Et l'amélioration des produits, des services et de l'organisation. Donc, je vous le disais, hein, un client engagé va beaucoup plus participer à vous aider, voilà, à répondre déjà même aux enquêtes, à se sentir plus impliqué et donc à vous aider à améliorer vos produits, vos services, voire à créer des nouvelles offres
et votre organisation, voilà, s'il y a s'il y a des soucis à ce sujet-là. D'ailleurs, moi j'avais fait une présentation où je parlais un peu on va dire des champions du service client, où une cliente de Spotify avait signalé je crois que c'était genre sur Twitter, qu'il y avait un problème technique quand elle allait sur son PC sur Spotify, mais qu'elle adorait Spotify, mais qu'il y avait ce problème technique. Et donc Spotify, le service client s'est empêché de répondre, de la remercier vivement, qu'ils ont traité le problème, et pour la remercier, ils lui ont créé une playlist rien que pour elle, où tous les titres des chansons faisaient merci beaucoup, merci beaucoup Gloria, nous vous aimons aussi beaucoup. Donc voilà, tous les titres, ils faisaient une phrase qui était dédiée pour la remercier de cette attention. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'attendent les clients principalement? Alors, une entreprise qui tient ses engagements, on parlait tout à l'heure, voilà, vous faites une promesse quand vous allez faire vos pitchs, quand vous allez vendre vos produits, il faut que ça matche derrière. Alors c'est sûr ce que vous promettez de vendre, mais c'est aussi, voilà, je vous remonte une problématique, c'est dans le traitement, c'est dans les délais de réponse, c'est dans apporter une solution. C'est pas je vais régler puis je disparais dans la nature, je ne vous réponds jamais. Voilà, c'est d'avoir des entreprises qui tiennent leurs engagements. Une entreprise joignable sur différents canaux. Alors je vais pas nuancer, mais c'est vrai que si on prend dans les grandes métropoles, Paris, les grandes villes, Lyon, tout ça, enfin voilà, en France, on est beaucoup sur la démultiplication des canaux. Je le constate quand même moins en Martinique aujourd'hui, mais c'est quand même important d'avoir un minimum de canaux ouverts, voilà, en sachant que le téléphone reste le canal phare. On est à 70% des clients, moi, dans l'étude que j'ai fait en Martinique, qui veulent pouvoir, le premier truc, ils veulent pouvoir joindre par téléphone. Donc moi, je suis très étonnée qu'il y ait encore beaucoup d'entreprises où même moi, quand j'ai un truc, je ne trouve pas de numéro de téléphone. Et ça n'inclut pas justement la confiance dès le départ. On se dit, moi, le jour où j'ai un problème, je ne peux pas les appeler. Et donc déjà, ça met un petit doute au départ. C'est vrai que l'omnicanalité, donc le fait que maintenant on utilise vraiment plusieurs canaux pour communiquer avec les gens, a fait que on se dit, on confond aussi parfois, en tant que client, on confond la vitesse, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on veut avoir le téléphone, parce qu'on veut une réponse rapide. Si on a un problème, on n'a pas envie d'attendre. Et l'entreprise, elle veut parfois avoir le temps de réfléchir. Alors que malgré tout, il faut quand même penser à son pauvre client qui a peut-être sa machine à laver qui fuit, qui a peut-être son four qui marche pas alors qu'il a du monde ce soir chez lui et qui a besoin d'avoir quelque chose directement. D'où les chatbots. Et puis effectivement, ce qui marche bien ici, c'est les WhatsApp, où les gens répondent vraiment très rapidement via WhatsApp et prennent des rendez-vous avec vous. Mais tu vois, dans l'étude, WhatsApp n'arrivait quand même qu'en 4e position des attentes des clients, des gens. Ouais. Le téléphone, c'était vraiment 70%, le téléphone en premier. Donc c'est important d'avoir un numéro de téléphone qui soit joignable et puis d'avoir une alternative. Donc la première alternative, avant toutes les nouveautés, c'est le mail, qui permet au client de pouvoir vous adresser sa demande, sa problématique à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, quand lui ça l'arrange. Donc ça, c'est le minimum. Alors, l'omnicanalité, c'est une attente forte. Moi, je la trouve un peu moins forte ici parce qu'il y a beaucoup de types d'entreprises où tous les canaux ne sont pas utilisés, où les clients n'y vont pas, même si on les ouvre. Mais quand on ouvre un canal, ça veut dire qu'il faut être sûr d'avoir l'organisation derrière, d'avoir les gens, les process. Parce que justement, moi, j'ai eu des expériences, même dans des grandes entreprises, même ici en Martinique, où ils ont vraiment très, très équipé en outils de relations clients, de services clients, en chatbot. Et pour autant, l'expérience client qu'ils proposent avec ça reste très, très moyenne, voire déplorable, puisque derrière, l'organisation n'est pas alignée. Donc on peut avoir un chatbot à intelligence artificielle qui va nous répondre à nos 2-3 questions, et puis finalement on veut aller un peu plus loin, on nous dit voilà, votre demande est traitée, et puis plus personne nous rappelle derrière pendant 3 mois, à partir du moment où on doit passer sur un humain. Tu as essayé d'acheter une voiture? Oui. J'ai acheté ma voiture chez un particulier à cause de ça. Mais ils n'ont pas besoin de vendre des voitures, les concessionnaires ici. Mais oui, mais pas que. Voilà, il n'y a pas que, mais beaucoup. J'ai fait au moins 3 trucs de voiture. J'ai fini par aller sur place dans un truc pour apprendre. Mais oui, donc c'est important. Il vaut mieux avoir moins de canaux que l'on maîtrise que pour être à la mode et pour pouvoir ouvrir plein de canaux. Et puis au départ, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une demande à laquelle on ne répond pas.
Ça, il n'y a rien de pire pour un client qu'on ne revient jamais vers lui alors qu'il a fait une demande. Vous êtes à peu près 99,9% de chance de le perdre. Une entreprise réactive, voire proactive. Donc ça, ils attendent tous justement qu'on réponde rapidement à leurs demandes et voir s'il y a moyen d'être proactif, voilà, qu'on règle même le problème avant qu'ils ne le demandent, ça serait merveilleux. Je pense que là, après, on est en train de reparler de ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il faut mettre le client vraiment au centre de nos attentes. Et souvent, alors là, c'est plus que le service client, c'est la totalité des employés, on va vers la facilité. On prend un vendeur tout simple de vêtements, vous rentrez, vous dites « Ah ben j'aimerais bien acheter une chemise bleue », vous dites « Ah ben j'ai celle-là ou celle-là ». Et hop, vous partez avec la chemise sans l'essayer ou parce qu'elle vous plaît, et puis vous partez. Et au final, ça va pas forcément aller, et surtout, il n'aura pas été plus loin que ça. Si par contre, il vous dit « Ah super, j'en ai quelques-unes, c'est pour quelle occasion ? Ah ben c'est bientôt le mariage de mon fils, vous avez la cravate qui va avec, vous avez les chaussures. » Donc déjà, il peut faire des ventes additionnelles, vous intéressez, enfin il s'intéresse à vous, donc vous êtes en confiance, et au final, de la chemise, vous pourriez repartir avec plus de choses. Et en tout cas, vous allez avoir la bonne chemise. Et un bon conseil, parce que pour un mariage, faut peut-être pas prendre celle-ci qui est un peu plus sportswear, parce qu'elle va pas s'adapter avec la cravate, etc., etc. Et ça serait dommage. Vous allez dire que je fais assez citation, mais c'est vrai, parce que je m'inspire aussi des gens qui viennent service client. Et il y en a deux. Il y a Philippe Massol qui nous dit que en fait, l'entreprise doit rendre la vie facile au client et pas se dire moi je fais ce qui m'arrange et le client va s'adapter. C'est que l'idée, c'est de rendre le parcours au client le plus simple et le plus facile. Et il y a alors ils ont des noms un peu pompeux, la Quality, je sais plus quoi, leader de chez Decathlon, qui est un peu notre champion France de l'expérience client et expérience collaborateur, qui dit nous, l'idée c'est de traiter nos clients comme s'ils étaient nos meilleurs amis. Le community manager, il fait ça. D'ailleurs, il les tacle bien, les amis. Decathlon France. Hein. Voilà, une entreprise avec un accueil et une écoute de qualité. Alors, je ne l'ai pas mis, mais ça sous-entend aussi du coup une entreprise disponible, donc joignable. Ça, c'est hyper important. Et une entreprise efficace dans le traitement de leurs demandes. Soit efficace, réactif, disponible, la qualité, ça c'est tout ce qui ressort tout le temps, à tous les niveaux, les 4 attentes principales. Alors, comment mettre en place justement cet engagement, cette fidélité du client en dehors de toutes les process marketing? Il y a déjà, ce que je disais tout à l'heure, c'est d'aligner votre promesse de vente avec votre organisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai promis au client et comment, est-ce que mon organisation permet véritablement de matcher avec ce que j'ai promis. Donc ça peut être intéressant si vous avez justement un pitch. C'est aussi, moi c'est un exercice des fois de voir avec d'autres personnes, quand vous faites le pitch, c'est aussi vous entendez ça, qu'est-ce que vous en attendez, qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que vous attendez de l'entreprise quand vous entendez ce speech-là ou cet argument de vente ou le slogan de notre entreprise. Donc de vous, quelle attente ça crée en fait. Comme ça vous donne aussi des retours auxquels on ne pense pas toujours nous quand on a créé notre slogan ou notre pitch. Et donc d'être sûr de matcher. Et donc je le marie avec le point suivant qui est de définir des standards de qualité et de performance. Alors ça c'est intéressant, moi je le fais, alors aujourd'hui je suis toute seule dans mon entreprise, mais par exemple on parlait des multicanaux, donc moi j'ai listé les canaux sur lesquels je suis joignable, et je me donne moi des standards de temps de réponse. Je sais que si j'ai des appels en absence dans les 2 heures, je rappelle qu'un mail, faut qu'il soit répondu au maximum dans la journée, je me mets, et ça me permet aussi de suivre ce que j'arrive à gérer et ce que j'arrive pas à gérer, parce que des fois on est tout seul et on ne peut pas, et de pouvoir adapter. Du coup, moi j'ai rencontré un client qui me disait, moi j'ai un souci, les clients me contactent énormément sur Instagram, sauf que moi j'ai une community manager, donc je vais pas dans ma boîte Instagram, et que ma community manager, si je lui demande de traiter les demandes des clients, elle va me facturer plus, parce que c'est pas ça au départ, c'est pas le forfait qu'on a au départ. Donc je lui ai dit oui, mais du coup t'as plein de clients qui t'écrivent et on leur répond jamais.
Donc je me dis, bah voilà, tu fais un truc automatique où tu demandes juste à ta community manager de pouvoir dire, bah merci de m'avoir contacté, toutes les demandes, merci d'adresser toutes mes demandes à telle adresse, mais de ne pas les laisser dans le vide en fait, de pouvoir dire, là moi j'arrive pas à gérer ce canal, de leur indiquer que bah, c'est pas par ce canal qu'il faut communiquer, qu'ils aient une information de savoir où passer. Ouais. Donc définissez, alors là j'ai mis des standards sur les temps de réponse, mais ça peut être des standards sur, si vous avez vendé des produits, sur des temps de livraison, sur des durées de traitement de réclamation. Voilà, c'est de se mettre aussi à soi des standards qu'on peut communiquer ou pas, on n'est pas obligé de les communiquer aux clients, mais ça nous met aussi une exigence dans nos attentes pour pouvoir être sûr de répondre aux clients. Et même si on ne les communique pas, un client fidèle, un client avec qui vous avez un contrat de longtemps, voilà, inconsciemment, il va se rendre compte aussi du rythme et qu'il y a toujours une réponse et que voilà, les clients, on est toujours un peu stressé au départ de se dire est-ce qu'il va me répondre, quand est-ce qu'il va me répondre, est-ce que j'ai envoyé un mail, va-t-il tomber dans le vide? Et donc voilà, donc ça crée aussi une habitude et une confiance. Avoir une communication et des processus clairs. Donc voilà, que votre communication soit vraiment en phase avec votre entreprise, avec les promesses avant-vente, et des processus clairs que les clients puissent comprendre, identifier, que vos collaborateurs puissent facilement expliquer, ou même si vous mettez en place, on va dire, je sais pas, des chatbots ou juste une information sur un site pour dire voilà, j'ai des problèmes de facturation. C'est comme ça que ça se passe, c'est normal que vous n'ayez pas encore reçu ceci, voilà, que ce soit très clair. Si c'est nébuleux, c'est pareil, ça va pas être en confiance. Et s'il n'arrive pas à comprendre ou que la personne, le collaborateur n'arrive pas à expliquer, là, on crée des sacs de nœuds. Non, je ne l'avais pas déjà dit ça, tenez vos engagements, c'est tout. Oui. Sinon, voilà, on le répète, mais on peut le répéter toute la vie, c'est le plus important. Toujours tenir ses engagements. Donc voilà, ces engagements de rendez-vous, de temps de réponse. C'est-à-dire si je vous dis, bah voilà, moi, écoutez, vous m'avez appelé là tout de suite, j'ai pas le souci, mais j'ai pas la réponse, il faut que je fasse une recherche, je vous rappelle dans 2 heures. Qu'on ait la réponse ou qu'on n'ait pas la réponse, on rappelle dans 2 heures. Voilà, c'est même ces engagements-là, tous les engagements, toutes les promesses qu'on fait aux clients sont importants à tenir en fait. Et donc d'être à l'écoute des clients. Alors c'est une attente très forte des clients d'avoir de l'écoute, de l'empathie, qu'on comprenne leurs problématiques. Et aussi, ça a un intérêt pour vous et votre entreprise de pouvoir justement, ce qu'on disait tout à l'heure, récolter la voix du client. Donc d'une, pour pouvoir améliorer vos produits, pouvoir améliorer vos services, pouvoir améliorer votre organisation. Mais aussi, voilà, on parle beaucoup de l'importance de la data aujourd'hui. Et c'est vrai dans les CRM, on récolte beaucoup les habitudes d'achat, voilà, de clics à droite et à gauche. Mais de mon point de vue, beaucoup d'entreprises oublient que ça aussi, toutes les remontées clients à post-achat, toutes les réclamations, c'est aussi des données importantes qui nous en apprennent beaucoup sur le client et que l'on peut aussi traiter. Et aussi que c'est important de diffuser dans l'entreprise, puisque si moi de mon côté, je suis au service client, j'ai un client qui a je ne sais pas, on lui doit 4 000 € parce qu'on l'a mal facturé, je dis un cas, et que le client est furieux, et que derrière, mon commercial, la fleur aux dents, vient lui dire « Bonjour, je viens vous vendre mon nouveau produit », il va avoir un petit problème de rencontre. Il va dire « Avant de me vendre quelque chose, rendez-moi mes 4 000 €. » Ça sent vécu cette histoire. Mais en fait, ce qui sent le vécu, c'est beaucoup ce silo, en fait, ce manque de communication entre l'avant-vente et l'après-vente qui crée des situations compliqué, voilà, où forcément on est mal reçu parce que le client il dit mais vous parlez pas chez vous, c'est une blague en fait, vous venez faire chez moi, ça fait pas sérieux. Donc ça, mais par contre ce silo, c'est communication en silo, oui, ça c'est du vécu. Voilà, si je suis pas clair ou s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. Alors 8%, alors ça c'est un chiffre à savoir. Donc il y a un certain pourcentage, c'est qu'aujourd'hui 80% des managers des entreprises se disent nous avons un excellent service client, alors que si on demande à leurs clients, il n'y en a que 8% qui sont d'accord avec eux. Donc c'est aussi important de prendre la voix du client, de prendre des voix alors je ne fais pas mon promo, mais de consultants extérieurs pour se poser la question ou sur son service client. Puisqu'en interne, alors il y a un syndrome, c'est le syndrome Dunning-Kruger, je crois, si je prononce sûrement très mal, qui dit, alors il est un peu violent, qui dit en fait que les gens qui sont pas, qui n'ont pas les compétences se croient très compétents. Voilà, ça c'est le syndrome Dunning-Kruger, et donc ça c'est le syndrome Dunning-Kruger en entreprise sur le service client, où beaucoup pensent au cœur de leur entreprise que tout va bien, ils ont un merveilleux service client, alors que leurs clients ne vivent pas du tout la même expérience. Alors du coup,
on en arrive à un autre point qui est comment améliorer l'engagement des employés pour améliorer la satisfaction des clients. D'accord? C'est de nouveau Richard Branson qui dit prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise, ils prennent soin de l'entreprise souvent en prenant soin des clients. Et comment on peut faire pour prendre soin des employés? Tout d'abord, on va leur montrer de la reconnaissance, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. Alors, pour l'expérience collaborateur, elle doit commencer au début, c'est-à-dire à l'embauche, et aller jusqu'à la fin, c'est-à-dire lorsque les chemins se séparent. Premièrement, c'est pas parce que les chemins se séparent qu'on doit se séparer. C'est comme dans les divorces. On peut divorcer d'une manière gentille et ne pas se tirer dans les pattes, etc. Donc ça doit être la même chose dans l'expérience collaborateur. Tout d'abord parce que si vous vous mettez à la place de votre collaborateur lorsqu'il arrive, vous allez pouvoir l'accueillir dans les meilleurs auspices. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive, vous êtes mis à sa place, vous n'allez peut-être pas lui dire ben voilà ton bureau et puis dégage. Peut-être qu'il va avoir un mentor pendant la première semaine qui va lui présenter tout le monde dans tous les bureaux, qui va lui présenter le service client, qui va lui présenter le service commercial, qui va lui présenter les différents produits, qui va le former sur les différents produits, sur les méthodes, et pas le lâcher en plein milieu d'une bande de requins comme ça. Donc c'est vraiment du premier jour jusqu'au dernier jour. Donc après, il y a tout ce qui va être visible, mais ce qui est invisible aussi. C'est-à-dire, lorsque vous allez pouvoir montrer de la reconnaissance, il y en a à qui il faudra montrer de la reconnaissance, mais en tête à tête. Il y en a d'autres, c'est devant les autres. Un petit bonjour, un petit merci, c'est toujours bien. Et quand je dis visible, c'est qu'il faut que vous soyez visible par les clients, par les collaborateurs, pardon. Qu'ils puissent savoir que vous êtes accessible. Parce que, bah, il y a, pour rebondir, la communication en silo, elle n'est jamais très très bonne. Alors, il y a pas mal de changements qui se font, surtout entre les services clients qui avant étaient totalement décorrélés des autres services et qui aujourd'hui font vraiment partie du service marketing et vente. C'est vraiment un service plus global et à part entière. Et on a donc du coup la même chose à faire avec les managers. Quand je dis manager, c'est pas forcément le top management, hein, mais il y a de plus en plus de gens qui sortent du truc pour essayer de prendre de la hauteur. Parfois, c'est pas forcément une envie. On se dit, ouais, quand tu as la tête dans le guidon, bah, tu peux pas y arriver, prendre de la hauteur. Mais au final, ils prennent tellement de la hauteur qu'ils ne voient plus les gens, ils ne voient plus les employés avec qui ils bossent. Mais ça peut être aussi vous-même. C'est-à-dire que là, je discutais avec des gens et puis je leur expliquais les différents trucs de vente que ma femme mettait en place pour sa couture. Et ah bon, mais vous faites des marchés. Et c'est une envie ou bien vous faites des marchés comme ça, ou vous avez besoin d'avoir du cash direct parce que vous avez déjà le site internet, vous êtes grossiste avec des boutiques, et puis faites les réunions Tupperware, enfin pas Tupperware, mais style réunion à la maison. Mais les réunions à la maison et les marchés, on est au contact de nos clients directs. Et c'est là, en fait, où ils nous disent ah ben on aime bien tel produit, mais on aimerait bien s'il y avait tel feature dessus, enfin on aimerait bien avoir telle amélioration, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais en tout cas on peut prendre la température. C'est la même chose avec nos collaborateurs, qui soient les mêmes, parce que les réunions c'est bien, mais c'est une réunion. On a un objectif précis, on ne parle pas forcément de tout. Alors que si on est présent et qu'on se croise, qu'on prend un petit café, 2 minutes, debout, ou bien voilà, on a une visibilité qui permet vraiment d'avoir une proximité. La transparence, c'est quelque chose qui est vraiment important. Alors bien sûr, on ne peut pas être 100% transparent, mais s'il y a des choses importantes, il faut les dire. Et il y a des manières de les dire, mais on doit aussi, alors plus que manager, moi j'aime bien le terme de leader, parce que le leader, c'est celui, les Anglais disent paint the picture, c'est celui qui donne la direction, c'est le capitaine du bateau. Si vous avez envie que le bateau il n'aille pas dans la tempête, il faut que vous puissiez dire, bon ben voilà, on va passer par tel endroit, etc. Dire tourne à droite, tourne à gauche, si on ne sait pas exactement pourquoi, aujourd'hui on n'est plus dans ce cas de figure où on est juste là pour obéir et il faut respecter certaines choses. On va tourner à droite pour contourner la tempête et ensuite on reprendra notre route normale. Et comme ça, les gens savent où est-ce qu'ils veulent aller, vont pouvoir se projeter, etc.
Et enfin, il y a encore une chose qui est importante, c'est la ressource. C'est-à-dire qu'on en revient à ce qu'on disait, qu'est-ce qu'on a promis et qu'est-ce que la personne reçoit. On parlait de ça tout à l'heure pour les clients. Et ben, c'est la même chose pour les collaborateurs. Alors moi je le vois, je vais dans des entreprises, je suis directeur commercial à temps partagé pour certaines, je coach de dirigeants pour d'autres, et je vois même entre ce que le patron me dit, tiens voilà David, ce que je voudrais c'est que tu fasses ça et ça, voilà les moyens que tu as à ta disposition, et puis quand j'arrive, je les ai pas encore quoi. Alors qu'il me paye, et je perds du temps. Je dis, ben, ok, mais il me faudra la liste de produits, prix d'achat, prix de vente, comme ça je peux te recalculer les marges, je peux voir quelles sont les remises que les collaborateurs peuvent faire, etc. J'arrive le jour J, il n'y a rien. Pourtant il a un CRM, il est censé pouvoir me le fournir. Il me paye à l'heure. Hein. C'est même pas comme si c'était un forfait ou quoi. Donc, vraiment, si on promet des ressources aux gens, il faut les tenir. C'est la meilleure des choses. Si vous dites au gars, bon ben ok, tu vas avoir une voiture pour aller démarcher les gens, le jour où il arrive, donne-lui sa voiture. Sinon, il est bloqué là, quoi. Et s'il doit aller prendre le bus, il va pas démarcher 50 personnes dans la journée en bus. Donc, je prends des exemples très gros, bien entendu, c'est pas tout le temps comme ça. Mais de la même manière, on dit, bah, tiens, tu auras des tickets resto, tiens, on va se faire une fois par mois, on se fait un petit apéro pour créer le truc. Si tu peux pas le faire, sois transparent et dis, on le fait pas ce mois-ci pour telle et telle raison. Je suis désolé. On n'attend pas le 31 que le gars dise, on n'avait pas un apéro normalement tous les mois. Ah ouais, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment très important au niveau de l'expérience collaborateur. Et le fait d'être visible, le fait d'être transparent, de pouvoir parler avec les gens, etc., va le mettre un petit peu dans un cocon, va le mettre à l'aise. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas toujours cette distance manager, boss, que je ne sais pas comment vous voulez vous faire appeler, mais il y aura toujours ce respect, en tout cas. Il y aura d'autant plus de respect qu'il sait que vous tenez vos engagements, tout comme le client d'ailleurs. Si je peux compléter, Oui, sur l'expérience collaborateur, il y a trois, on va dire, je vais appeler ça trois concepts assez importants justement autour de l'expérience collaborateur. Il y a ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Donc, si vous recherchez l'information là-dessus, sur la symétrie des attentions, qui dit justement qu'il faut aligner son parcours client, son parcours collaborateur avec son parcours client. Et tu parlais, alors j'utilise le mot anglais, mais l'onboarding et l'outboarding des clients et des collaborateurs. Bah, effectivement, en fait, tout le parcours du collaborateur, on doit se soucier autant de son collaborateur que de son client. Donc c'est aligner en fait, c'est aligner ces deux parcours. Et voilà, y avoir autant d'attention pour l'un que pour l'autre. Donc c'est la symétrie des attentions. Il y a aussi un concept, c'est Isaac Gates qui le développe, qui est l'entreprise libérée, où il y a beaucoup de sujets là-dessus par rapport justement à ce qu'on met, ce qu'on donne d'autonomie et comme on donne de l'autonomie à ses collaborateurs pour qu'ils apportent un service, voilà, le meilleur service, la meilleure relation à vos clients. Et alors, moi, je trouve que ça porte très mal son nom, mais pour avoir eu beaucoup de formations, pour avoir été moi-même manager, donc le management bienveillant, qui a eu, voilà, quand on dit ça à un chef d'entreprise bienveillant, c'est un côté un peu qui lui fait peur. Il y en a qui imaginent le baby-foot dans la salle et c'est pas du tout ça. Mais donc voilà, donc le management bienveillant qui s'appuie beaucoup justement sur la communication interpersonnelle, beaucoup sur le développement aussi de la confiance et de l'autonomie qu'on donne à ses équipes. Et aussi que le manager est là aussi pour être au service de ses équipes et pas pour les fouetter pour faire avancer le chat. Donc ça, c'est voilà, c'est trois concepts assez importants par rapport aux expériences collaborateurs. Je peux dire autre chose, mais là tout de suite, je l'ai complètement oublié. Par contre, oui, c'est là où justement le manager bienveillant va avec la délégation. On ne peut pas déléguer tout et n'importe quoi à n'importe qui. Et le fait d'être dans une entreprise libérée où chacun pourrait faire quasiment ce qu'il veut, etc., ça n'est pas ça. L'entreprise libérée, c'est que quel que soit le poste que tu as, eh ben, je peux te donner des responsabilités supplémentaires parce que tu en es capable. Et parce que je t'aide de la manière dont tu as besoin d'être aidé aussi. Je ne réagis pas avec... moi, j'étais directeur commercial, je ne réagis pas avec tous mes vendeurs de la même manière. Il y en a avec qui je dois faire A, B, C, D. Et il y en a avec qui je dis, bon ben voilà, on est à A, je vais besoin que tu ailles à D. Et s'il avait fait A, D directement, avec lui, c'est le résultat qui compte, il a l'expérience, etc. Et en fait, on ne fera pas de points. On se voit une fois par semaine pour ça. Parce que je sais que s'il a un problème, il m'appelle, mais sinon, il est autonome. Et en fait, c'est ça l'entreprise bienveillante et le management
un peu libéral, c'est que on va pouvoir déléguer de la bonne manière aux bonnes personnes. Si vous voulez, j'ai un planning là-dessus, je pourrais vous transmettre le PDF. Ouais, puis il ne faut pas négliger le pouvoir de la confiance. Et c'est ce que je dis aussi lorsque je fais des présentations aussi en entreprise. Par rapport à la confiance, ça veut dire que si vous ne faites pas confiance à votre collaborateur, pourquoi voulez-vous que vos clients le fassent en fait? Et que ça a été prouvé que si vous faites confiance, si vous leur donnez les moyens, vous aurez quand même beaucoup plus de chances d'avoir eu raison que l'inverse. Voilà, et si vous ne faites pas confiance, à votre collaborateur, lui-même, pourquoi il vous ferait confiance à vous? Et là, vous créez une relation qui va forcément être compliquée et qui va forcément déteindre sur la relation client, voire sur l'engagement de vos collaborateurs dans votre entreprise. Et donc là, la dernière chose que je voulais dire, je m'en souviens maintenant, c'était juste que tous les champions aujourd'hui de l'expérience client, ceux qui sont, il y a eu le palmarès là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, du 2022, des champions de la relation client, tous les champions de la relation client, tous les top 3, 4, 5, ce sont les champions d'expérience collaborateur. Ils ont aligné leur expérience collaborateur avec leur expérience client. Alors très important aussi, on parlait tout à l'heure des 80% des managers qui croient que leur service est excellent alors qu'il n'y a que 8% de leurs clients qui sont d'accord. Il faut important de savoir aussi qu'aujourd'hui, 98% des clients qui sont mécontents ne vont pas vous le dire. Donc ça c'est un chiffre très très important. Donc déjà, puisque des fois on s'imagine qu'on a un super service client, mais c'est juste que les clients pas satisfaits ils disent rien, mais par contre ils s'en vont gentiment en cachette, en secret, et puis ils peuvent en parler à d'autres, pas à vous, mais autour d'eux. Et aussi, moi c'est un chiffre que je trouve important parce que du coup, c'est aussi un état d'esprit justement de mettre le service client, de mettre la relation client au cœur de sa stratégie et de son entreprise. C'est-à-dire que quand il n'y a que 2% des clients mécontents qui vous font savoir, en fait il faut se rendre compte que c'est un cadeau qu'ils vous font. Voilà, que c'est un cadeau qu'ils vous font, que c'est déjà parce qu'ils vont vous permettre peut-être de déceler des choses, à améliorer des problématiques, et parce qu'en plus un client qui vous dit qu'il est mécontent, c'est un client qui vous donne une chance de le récupérer. Et comme disait David tout à l'heure, un client qui n'est pas content, qui a eu un souci, et vous réussissez à le réenchanter, à bien résoudre son problématique, c'est beaucoup plus facile de le faire basculer justement en ambassadeur et en client fidèle. Donc, parce que j'entends beaucoup, oui, les clients ils sont très chiants. Mais et voilà. Mais il faut penser à ça. Il faut penser qu'un client mécontent, c'est un client qui vous parle, quelqu'un qui s'exprime, qui vous donne des billes, qui vous permet de le récupérer, qui vous permet d'améliorer son service. Donc c'est voilà. Donc c'est pas. Il y a des choses à apprendre pour gérer ce genre de relation, ce type de client, et pour avoir aussi cet état d'esprit de se dire regarder les choses d'une autre manière que de se dire juste j'ai un client qui vient qui m'agresse. Mais donc voilà, prendre soin des clients qui s'expriment, même mécontents. Et tout à l'heure, on a parlé de l'enquête satisfaction. Donc l'enquête satisfaction du client peut et devrait s'adapter, toujours pour revenir à ses employés, à l'enquête collaborateur. On appelle ça une enquête miroir. Premièrement, on va aller donner, je vous l'envoie si vous voulez, on va aller demander aux clients ce qu'ils pensent de notre service, du service client, du vendeur, de notre produit, du livreur, etc. Toutes les questions qu'on a l'habitude de poser dans un questionnaire satisfaction. Le questionnaire satisfaction, c'est le numéro 1 pour créer de la satisfaction auprès des clients, parce qu'on lui montre qu'il est important, et ça veut dire qu'il y aura plus que 98% qui vont parler à ce moment-là, parce qu'on est venu chercher l'information aussi. On n'a pas attendu qu'elle vienne à nous. Bref, on demande donc comment les gens vont classer notre service, notre produit, etc. Et ensuite, on pose les questions à nos collaborateurs, dans le même sens, c'est-à-dire comment est-ce que vous pensez que nos clients voient le service client. Et là, on va avoir le classement des collaborateurs. Parlons du service client. Comment est-ce que vous pensez que notre service client est? Il est plutôt pas bon. D'accord? Les collaborateurs, ils viennent et ils disent il est plutôt bon. Donc, ça veut dire qu'on est en surestimation. Il est plutôt bon. Ah ben oui, il est plutôt bon. On a un accord positif. Qu'est-ce que vous pensez de notre directeur des ventes? Oh il est plutôt pas bon. Il est plutôt bon. Et le directeur, il se situe pas bon. On a un accord négatif. Parce qu'il se dévalorise. Pardon. Il se dévalorise, pardon. Et après, il est plutôt pas bon.
et il est plutôt pas bon, on a un accord négatif. Le but du jeu, c'est d'arriver à être en fait réellement tout le temps sur des accords positifs, mais on peut aussi se rendre compte que si on a une dévalorisation ou une surestimation, on peut faire du travail sur nous. Il y a peut-être, et c'est souvent le cas, certains services qui sont dans des situations de dévalorisation. Des services qui ne sont pas forcément toujours mis en avant. Ça peut être la femme de ménage, ça peut être le service client qui se fait râler dessus. Mais n'oublions pas qu'il n'a que 2%. Donc, et 2% des mécontents. Ils ne voient pas tous les contents. Et si, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si on va les féliciter parce que justement, bah, vous savez quoi, ce mois-ci, on n'a eu que 10 plaintes, alors que d'habitude, l'année dernière, à la même époque, il y en avait 50. Ils ne se rappellent pas, ils ont la tête dans le guidon. Ben, on est en train de leur dire qu'ils nous ont fait gagner 80% de taux de satisfaction supplémentaire. En fait, c'est ce genre de choses-là qui permettent de remettre un petit peu l'église au milieu du village et donc de pouvoir savoir exactement où est-ce qu'on se situe et ce qu'on pense aussi de nous. Alors, ces chiffres, ça, je l'ai pris sur le site de Init, les études marketing. Et c'est très intéressant parce qu'il y a tout le tour qui va avec, bien entendu. Mais ça, pour l'avoir déjà fait, on est vraiment, vraiment sur un truc sympa. Tu avais essayé déjà On faisait dans le cadre de l'entreprise. Moi, j'avais des résultats, je ne menais pas l'enquête, mais on travaillait sur ces parcours. On avait tout le parcours client. Donc après, on avait les questionnaires qui s'alignaient sur le parcours client. Et on avait, alors au départ, on était dans Great Place to Work, tu sais, donc il y avait des enquêtes annuelles. Et après, on a monté un programme interne. Enfin, interne, c'était national, puisque c'était une entreprise japonaise qui a déployé au niveau de son propre parcours de questionnaire collaboratif. Alors ça, c'est aussi un résultat de l'étude que j'ai menée moi cet été pour avoir des chiffres plus locaux en Martinique, où j'ai posé la question comment trouvez-vous la qualité du service client globalement en Martinique. Et donc on a quand même 55% qui le trouvent passable. Alors, passable, c'est pas très bon. Et 35% qui trouvent insatisfaisant, voire très insatisfaisant. Donc je vous laisse faire le calcul. Il nous reste 10% qui trouvent le service client, donc toute la relation après-vente, du coup, satisfaisante, voire très satisfaisante. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, de tout temps, mais aujourd'hui encore plus, parce qu'on est vraiment dans le client attend vraiment de l'écoute, de l'attention, et puis qu'on remette de la relation humaine aussi dans le service. Et c'est vraiment cette relation après-vente, une différenciation par rapport à un concurrent, surtout dans des domaines où des fois la concurrence, voilà, on est à peu près dans des mêmes gammes de prix, dans des mêmes gammes de produits. La grosse différence se fera dans la relation et dans le service client. Et donc, voilà, c'est ce que je dis aussi, surtout maintenant, qu'il y a voilà, pas mal d'entreprises où si elles prennent le pas maintenant, elles vont se démarquer plus vite. Et en plus, elles ne donneront le pas aux entreprises qui n'auront pas pris ce virage de vraiment investir dans leur service client. Voilà, donc une petite des citations. Le moyen le plus simple et le plus puissant d'accroître la fidélité des clients est vraiment très simple. Rendez vos clients heureux. Donc, voilà. Je voudrais revenir sur ce qu'on dit depuis tout à l'heure. On parle de service client, on a parlé d'après-vente, mais le service client, il commence vraiment dès le départ. Comme on disait tout à l'heure, les trucs en silo, c'est fini. En silo, c'est fini. Il faut vraiment voir que maintenant, le service client n'est plus un service à part, il fait vraiment partie du marketing pour qu'on puisse répondre, pour que les vendeurs répondent à ce que le marketing a vendu. Il faut qu'ils soient au courant. Et pour qu'on évite d'avoir trop de monde qui viennent en SAV, après, il faut aussi que le service client... En fait, le service client, réellement, doit tout englober. C'est pas un service. Le service client, c'est la totalité de l'entreprise. Le service client, c'est l'entreprise. C'est vraiment un état d'esprit. C'est une stratégie à mettre au cœur de son entreprise. Et voilà, dans l'idéal, c'est-à-dire que le client, il peut tomber sur n'importe qui et voilà, la personne pourra le prendre en charge, même si c'est pas lui qui va traiter directement dans un autre, mais va vraiment le prendre en charge. Parce que c'est important aussi justement de s'engager quand on a un client, de s'engager dans la résolution de son problème pour pouvoir créer cette confiance, l'accompagner. Et donc c'est un esprit, cette orientation client est vraiment à diffuser dans toute l'entreprise. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir une communication transverse, que tout le monde puisse avoir accès un peu aux informations qui concernent le client. Je fais quelque chose et je vous dis ce que je vais dire après.
là, je reprends Rendez-vous clients heureux. Comme je vous l'ai dit, dans mon autre vie, j'étais sur des villages vacances. Il faut rendre les clients heureux. Si le client, il lui manque un truc et qu'il est dans son location de vacances et qu'il voit quelqu'un passer avec le t-shirt de l'entreprise et qui dit excusez-moi mais il me manque un extincteur, 3 couteaux et que le gars il dit moi je suis jardinier, je m'en fous, il y a un problème, on ne rend pas le client heureux. C'est pour ça que vraiment la chaîne des valeurs dans l'entreprise doit être axée vers le client. Le service client il est total et global, quoi. Alors voilà, on est arrivé à la fin, plus ou moins. Si vous voulez en savoir plus, on fait d'autres événements très prochainement. On a également un groupe Facebook qui s'appelle Entrepreneur Martinique, sur lequel on donne régulièrement des conseils. On a aussi nos entreprises, à tous les trois, on va remettre après les liens. Les autres événements, en fait, il y a 4 événements par mois qui s'appellent les 4 Fantastiques, et donc qui sont les agitateurs d'opportunités. Ça, c'est un networking, une fois par mois, 1 heure, où on discute tous ensemble d'un sujet précis. Le sujet, on le définit souvent ensemble, on pose la question un peu en amont, et ce jour-là, chacun vient avec ses tips. On a 1 heure, entre guillemets, montre en main, pour parler, donc ça, c'est en visio. La masterclass, c'est comme ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pas toujours les mêmes qui parlent. On espère qu'on en aura d'autres personnes, bien entendu. La matinale des entrepreneurs, c'est une matinée. Alors c'est 1h30, 2 heures. C'est un matin, bien entendu. Et on grignote un petit croissant, on boit un jus de fruits, un café. Et là, on travaille sous format de team building. Soit on résout le problème de quelqu'un en intelligence collective, soit on a des jeux style forum ouvert comme on a fait la dernière fois. Et après, il y a le foodworking. Le foodworking, c'est le seul événement où on demande une participation. Tout va au restaurateur, parce que donc c'est un restaurant par mois. C'est maximum 30 euros. On négocie les prix entre 20 et 30 euros, entrée, plat, dessert. Et puis on ne va pas toujours au même restaurant. Et voilà. Et chacun paye sa part directement au restaurateur. Et vraiment... Donc dans aucun de ces événements, il y a d'échange d'argent. Par contre, il y a beaucoup d'échanges, d'influence, et puis de différentes idées. Voilà, donc je vous parlais des entreprises tout à l'heure. Aurélia, je vais te laisser redire ce que tu fais. Donc moi mon entreprise c'est AO Service Consulting, et donc j'accompagne les entreprises pour développer justement la qualité de leur service client et de la satisfaction client. Donc je fais des audits de service client pour pouvoir justement voir où en est l'entreprise, ses forces, ses axes d'amélioration, et faire des préconisations pour passer au step supérieur dans sa qualité de service. Et je fais aussi du coaching de collaborateurs ou de petites équipes de plateau ou de managers, le coaching en direct. Et donc voilà, et là je travaille sur des ateliers et sur un programme de formation, puisque je vais travailler en collaboration seulement avec un centre de formation sur des formations en service client. Donc moi je suis David Ouniou et ma société s'appelle Azua Conseil, et donc je suis agitateur et facilitateur commercial, c'est-à-dire que je manage, je forme les managers et les équipes commerciales, soit en intra, soit en extra, en centre de formation. Je fais aussi différentes formations pour les vendeurs dans des écoles. Je travaille avec le CFA du numérique, avec l'ISCA Business School, avec Vatel, dépendant les trucs, où là on a différents niveaux, ça va du bac jusqu'au bac plus 3. Et j'ai aussi des formations en ligne sur comment déléguer, en fait un 360 du manager, délégation, gestion du temps, un peu de service client, etc. Donc qui est assez intéressante. Et Stéphane Maton qui a fait le premier épisode et qui est au fond de la salle, et donc notre spécialiste photo, vidéo et drone, qui avait parlé de l'acquisition et de comment est-ce qu'on peut faire pour ça. Voilà pour nous. Si vous voulez noter mon mail ou mon téléphone pour récupérer les supports, n'hésitez pas. Et vous envoyez-moi un petit mail en me disant ce que vous voulez exactement. Si vous avez des questions aussi.